Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver dans Histoire de femmes, le podcast qui regorge de récits pour nous inspirer et nous sensibiliser. Histoire de femmes est produit par RBK Media, un média libre et indépendant. Comme vous le savez, ce mois-ci, on axe tout sur Octobre Rose et j'interviewe aujourd'hui Amélie. Bonjour Amélie. Bonjour. Merci d'avoir accepté de prendre la parole aujourd'hui. Merci de m'avoir invitée. Alors avant de commencer, tu sais, on a une petite collaboration ce mois-ci avec une marque qui s'appelle Complice. Et pour mieux te découvrir, je vais te laisser tirer une carte. Donc, tu vois, il y a sur toi, sur moi, sur nous. Bah là, ça va être du coup sur toi. Allez. De quoi as-tu peur? On rentre direct dans le vif du sujet. Bon, j'ai peur de la mort. Je pense que nous avons un peu tous peur de la mort. Je crois aussi. Tu veux en tirer une autre? Allez. Quelle est ta plus grande faiblesse? Ma plus grande faiblesse. Enfin, j'avoue que là, non, mon hypersensibilité, mais c'est pas une faiblesse pour moi, c'est une force. Non, je ne saurais pas dire ma faiblesse. Tu n'as pas de faiblesse. Voilà, je n'ai pas de faiblesse. Voilà. Allez, on remballe. Il n'y a pas de faiblesse. Désolée. Mais non, mais je suis pas désolée. En vrai. Voilà. Faut accepter de pas. J'en ai sûrement, mais, oui, je non, vois mais pas là. tu les tout vois de suite pas. Maintenant. Moi, je vois pas aussi. Aucune faiblesse. Alors, Amélie, est-ce que tu peux te présenter donc à nos auditeurs? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Voilà. Je suis Amélie, j'ai 41 ans, 2 enfants, enfin 2 ados, une fille de 16 ans et un garçon de 13 ans. Mariée depuis 12 ans. Bravo. En couple depuis nos 17 ans. Félicitations. Voilà. Je suis donc enseignante en maternelle, en grande section. Et je suis arrivée à Marseille il y a bientôt 10 ans. T'es où? On était en région parisienne avant, dans les Yvelines. Et gros ras-le-bol de la région parisienne. Et avant, je venais à Marseille en vacances. Et maintenant, j'ai la chance d'y vivre. Et oui, je comprends. Alors, bon, toi, du coup, malheureusement, tu as été victime d'un cancer du sein. Est-ce que tu peux nous raconter le moment précis où en fait, tout a basculé? Comment tu as compris que quelque chose n'allait pas? Tu vois, si tu peux nous expliquer tout ça. En fait, tout a commencé en décembre 2021, où j'ai eu très mal au sein. Tu as une douleur? Ouais, j'ai eu vraiment une grosse douleur intense. Donc, j'ai fait, pour la première fois, donc j'avais 37 ans. J'ai fait pour la première fois de ma vie écho et mammo. Et donc le docteur, la scénologue m'a dit que tout allait bien, que c'était des kystes bénins. Donc ça m'a rassurée, elle m'a donné un traitement. On a donc pensé que c'était une mastose. Et puis 5 mois plus tard, au mois de mai, j'avais toujours des douleurs par moment. Dans les deux seins ou Non, dans le sein droit. Ok. J'ai senti quand même que j'avais un truc, une masse, et mon sein s'est déformé. D'accord. Et en fait, c'est lors d'un massage avec mon mari qu'on nous avait offert, on se fait masser et je lui dis j'ai pas été à l'aise sur la table de massage, ça m'a fait mal au sein. Et le soir même, il me voit dans la douche et il me dit mais qu'est-ce qu'il a ton sein, il est déformé? Je lui dis tu crois qu'il faut s'inquiéter? Elle me dit oui, t'envoies tout de suite. Oui, il faut absolument que tu retournes voir le médecin. Et par chance, le médecin a accepté de me refaire une écho et une mammo, parce que normalement en 5 mois. On ne te refait pas les examens. Et en fait, là, c'était quand même particulier. À l'échographie, on voyait toujours pas grand-chose. À la mammographie, on voyait quelque chose, mais c'était pas clair. Et donc, j'ai eu une biopsie sur le champ parce que l'aspect clinique de mon sein n'était pas normal. D'accord. Mais voilà. À la mammo, la première fois, ils n'avaient pas vu? Non. Il n'y avait rien de visible. Donc là, on peut dire que là... Et du coup, en fait, autant en décembre, j'étais allée au rendez-vous avec mon mari parce que pour moi, j'avais un cancer du sein. Mais du coup, non. Et au mois de mai, du coup, j'y suis allée toute seule, en mode t'inquiète, ce sera comme en décembre. Bon, sauf que là, c'était pas la même chose et que ça a quand même été beaucoup plus compliqué. Et donc quelles ont été les suites, la prise en charge? Alors, tout a été très. Alors là, je m'effondre, clairement, déjà dans les bras du médecin. Ensuite, Qu'est-ce qui t'a posé le diagnostic? En fait, le médecin, c'est du coup, je la connais bien. D'accord. Donc, ok. Elle me fait comprendre que c'est pas très bon. Du coup, je m'effondre dans ses bras. J'arrive à la voiture, j'appelle mon mari en pleurs. Et j'appelle ma mère. Et ma mère, ça c'était un jeudi, et ma mère venait chez moi le week-end.
Mais elle voulait pas vraiment y croire. Hein. Elle me disait, mais non, t'inquiète pas et tout. Et puis quand je lui dis, mais regarde la tête de mon sein, tu vois bien qu'il y a quelque chose. Bon, c'était compliqué. Et en fait, j'ai su très rapidement, parce que le mardi, j'avais le diagnostic. Le mardi, j'avais un IRM pour vérifier que c'était du cancer ou pas. Et on avait les résultats de la biopsie qui confirmaient que c'était du cancer. En fait, je me suis sentie soulagée de savoir que c'était un cancer. Parce que, de savoir ce que j'avais, parce que je voyais bien, ça faisait 5 mois que je sentais qu'il y avait un truc qui allait pas, en fait. Et tu étais fatiguée aussi? Est-ce que tu avais des symptômes? J'avais aucun autre symptôme. Aucun autre symptôme. Oui. C'est vraiment le sein déformé qui m'a, je pense, vraiment alertée. Comment tu l'as annoncé à tes enfants? Parce qu'ils avaient quel âge là? Du coup, ils avaient 9 et 12 ans. Quand j'ai eu mes premières douleurs au mois de décembre, j'avais déjà mis le mot cancer du sein. Et tu leur expliquais un peu sans leur balancer ce que c'était. Ma fille de 12 ans, elle savait, le cancer, ça lui a parlé. Et donc, en fait, les jours où j'ai eu les résultats de l'IRM, là, j'étais avec mon mari. Et quand on est rentré, en fait, ma fille savait que j'allais faire des examens et mon fils aussi. Et elle était partie à un cours de dessin. Et genre, elle nous envoie, alors c'est un cancer par message, par SMS. Donc, on lui a dit, on attend que tu rentres à la maison et on en parle tous ensemble. Bon, je pense qu'elle a quand même compris. Et du coup, quand elle est arrivée, on s'est fait une petite réunion de famille. Et puis, on a dit que donc, j'avais un cancer du sein, que donc c'était une maladie qui se... On a tout de suite voulu expliquer que voilà, c'était une maladie qui se soignait, que j'allais avoir des traitements lourds, mais que ça allait aller. Donc, c'est finalement, alors que ma fille est plutôt la sensible de la famille, c'est mon fils qui a déjà dit, première question, est-ce que tu vas mourir? Voilà, c'est la première question qui est sortie. Donc, non, maman va pas mourir, maman va se soigner et tout va bien se passer. Et deuxième question, parce qu'on était au mois de mai, est-ce qu'on part en vacances cet été? Donc, c'est ça qui est bien avec les enfants quand même, c'est que quand même, ils restent dans leur réalité. Ils posent des questions, donnent les réponses, mais ils restent dans leur réalité d'enfant. Et moi, surtout, ce que je voulais avec mon mari, quand j'ai appris le diagnostic, je lui ai dit surtout, je veux que la vie de nos enfants reste la même. Je veux pas qu'ils ne puissent pas aller à l'anniversaire du copain parce que maman est fatiguée ou des choses comme ça. Donc ça, c'était ma hantise à mon mari. Je lui ai dit, il va falloir que tu gères. Et puis voilà, puis finalement, je rentre tout de suite dans le vif du sujet, mais j'ai eu ma première chimio très très vite. Et j'avais tellement dit à mes enfants, je vais être fatiguée, ça va être compliqué et tout. Et en fait, à la première chimio, en rentrant chez moi, j'étais bien. Et quand ils sont rentrés, j'étais en train d'étendre mon linge. Et là, Nolan m'a dit, mon fils du coup, m'a dit, mais ça va maman, mais qu'est-ce que tu fais, t'es pas fatiguée? Et voilà, c'est comme ça que tout a un peu commencé. Toi, quel a été ton protocole de prise en charge? Alors du coup, déjà, après le diagnostic, plein de rendez-vous se sont mis en place. Donc j'ai été diagnostiquée un mardi. Dès le vendredi, j'avais le grand rendez-vous avec le gynécologue pour tout m'expliquer. Et dès la semaine d'après, lundi, pose du porte-à-4, mardi, TEP-scan, tout s'est enchaîné. Et en fait, le moment le plus difficile pour moi, c'était au TEP-scan. Donc le TEP-scan, c'est une imagerie où on te vérifie tout ton corps pour voir si le cancer s'est répandu ailleurs. Et il s'avère que pour moi, il était déjà répandu ailleurs. Donc j'avais des métastases sur les os, un peu partout, sur le corps. Sauf que là, au moment de l'annonce, j'étais toute seule avec le médecin nucléaire, donc celui qui lit les images, et qui me dit que j'ai des choses... En fait, moi, ce que j'entends, c'est que j'ai des métastases sur la moelle osseuse, mais ça se trouve, c'est pas ce qu'il m'a dit avec le recul, mais moi, c'est ce que j'ai entendu, parce qu'il faut savoir que quand on a un rendez-vous médical, on retient et on entend 30% de ce qu'on nous dit. Donc, moi, j'entends ça, mais ça se trouve, c'est pas ce qu'il m'a dit, en fait. Et il me dit, il va falloir vraiment se faire une très grosse chimio. Et là, en fait, clairement, mon monde s'écroule. J'arrive dans la salle d'attente, retrouver mon mari qui n'était pas là avec moi au moment de cette annonce. Et je lui dis, mais c'est la fin. En fait, c'est pas du tout un petit cancer du sein. J'ai déjà des choses sur je lui dis sur la moelle osseuse parce que c'est ce que je retiens, mais ça se trouve, c'est pas ce qu'il m'a dit. Donc, j'appelle tout de suite mon infirmière d'annonce que j'avais vue quelques jours avant. J'envoie un mail de détresse au gynéco qui m'avait reçu 3 jours avant et je lui dis vous m'aviez reboosté vendredi mais là ça va pas du tout et puis il m'a rappelé tout de suite et puis il m'a dit alors on se calme, dites-moi ce qui est écrit sur le compte rendu parce qu'il l'avait pas et puis il m'a dit on va commencer par une grosse chimio effectivement et puis on va voir comment vous répondez à tout ça mais ne vous inquiétez pas, essayez de vous détendre, c'est sûr. Il me dit c'est sûr qu'on aurait aimé qu'il n'y ait pas de métastase mais en même temps on aurait aimé qu'il n'y ait pas de cancer du sein non plus donc voilà, mais là, en fait, on passe d'un cancer qui se guérit à un cancer qui ne se guérit pas. Et là, la change, elle donne quand même. Et du coup, comment là, clairement, mon monde s'effondre. Mais comme je suis quand même hyper bien entourée,
que les médecins me rassurent. Et là, je me dis, bon, de toute façon, maintenant, il faut y aller, quoi. On y va, on va faire la chimio et puis ça va bien se passer. Et du coup, pour me rassurer, j'ai voulu au début, j'ai fait l'erreur d'aller sur Google et là, ça ne m'a pas rassurée du tout. Et après, par contre, je me suis dit, bon, il faut que je fasse, une amie m'a conseillé de faire un compte Instagram pour m'aider. Et surtout, moi, j'ai eu besoin de chercher des témoignages de filles qui avaient exactement le même cancer que moi et de voir qu'on pouvait vivre des années avec. Et ça m'a fait du bien. Donc, en fait, ça m'a redonné espoir et j'ai dit, bon, il y a des filles, ça fait des années qu'elles l'ont, moi, je vais y arriver aussi. Donc du coup, mon parcours. Oui, non, mais j'ai pas répondu à ta question. Je crois. Non, mais tu expliques tellement. Enfin, non, mais c'est touchant. Enfin, c'est important. C'est important. En fait, voilà, c'est pas parce qu'on a un cancer stade 4 qu'il nous reste 6 mois à vivre, quoi. Voilà. Parce que moi, ça fait 3 ans et demi déjà. Non, mais t'es en pleine forme là. Moi, je te vois. Moi, je te vois. Je suis en pleine forme, voilà. Bon, donc du coup, mon traitement. Au début, j'ai eu donc 6 chimios très très fortes. Toutes les 3 semaines. Donc, on va dire que... Tu vas à l'hôpital. Voilà, donc on va à l'hôpital. Il est là, mon porte-à-4. Voilà, là. J'ai un tout petit porte-à-4. Ici, là, on le voit à peine. On me pique donc on me pique là-dedans. En fait, j'ai une chimio et en parallèle, j'ai ce qu'on appelle une thérapie ciblée, un peu comme une immuno. Donc là, la chimio, elle attaque tout le corps, alors que la thérapie ciblée, elle attaque normalement que les cellules cancéreuses concernées. Donc, j'ai eu ces 2 traitements pendant 3 mois et demi. Tu as perdu... J'ai perdu mes cheveux. Comment tu as vécu ça? Je pense que je suis un peu une fille bizarre. Je l'ai plutôt bien vécu parce qu'en fait, je me suis dit que si la chimio, elle attaquait mes cheveux, c'est qu'elle attaquait les métastases. Donc, moi, je me disais, si ça fait le taf là, c'est que ça fait le taf là. Et du coup, en fait, quand mes cheveux sont tombés, je l'ai plutôt bien vécu parce qu'au final... c'était un peu mes premiers signes de la chimio est en train d'agir, donc ça défonce tout. Voilà, j'étais vraiment en mode, au début, quand je suis rentrée dans le traitement, je me suis mis en mode guerrière, je vais tout défoncer. Voilà, c'était un peu ma manière à moi de réagir. Donc, en fait, je l'ai bien vécu, puis j'avais anticipé la chose. Il y a quand même des super marques. Il y a une marque, notamment Les Frangines, qui m'a beaucoup aidée. Parce que moi, la perruque, c'est pas trop mon truc. Surtout que c'était l'été, donc il faisait chaud. Porter une perruque, c'est difficile. Donc, moi, j'avais pris Les Frangines. Donc, c'est une espèce de frange. Soit tu mets juste une frange devant et tu caches avec un turban, une casquette, un chapeau. Soit tu mets une frange derrière, comme moi, j'avais les cheveux longs, un peu comme toi. Du coup, j'avais un truc que j'accrochais là et ça faisait effet cheveux longs. Et puis, au-dessus, je mettais un turban, un chapeau. Et ça, c'était pour sortir. Et à la maison, j'étais crâne nu et puis ça allait. Et le moment, surtout, où je me suis rasé les cheveux, donc c'était 2 semaines après ma première chimio, j'ai senti que je commençais à perdre mes cheveux et ça me faisait très mal au cuir chevelu. Et donc là, j'ai voulu aussi dire non, mais c'est moi qui vais décider quand je perds mes cheveux. Et j'ai dit à mon mari que là, c'était le moment et qu'il fallait qu'il me... Enfin, je lui ai dit, lui, il voulait absolument me raser les cheveux, et sachant que lui, il a déjà le crâne chauve. Donc c'était un moment hyper émouvant, on était tous les deux. Au début, je voulais que ma fille voulait être avec nous, elle nous avait dit, maman, est-ce que je pourrais être là, vous pourrez m'attendre? Et puis ma tante, qui avait assisté à la tante de sa mère quand ma grand-mère est tombée malade, elle l'a su, ma mère lui a dit, et elle m'a appelée, elle m'a dit, je peux te donner mon avis, je ne suis pas sûre que ce soit une bonne idée que Maëline assiste à ça, parce que c'est pas toujours évident. Et je lui ai dit, c'est vrai que je ne m'étais pas trop posé cette question, comme elle voulait y participer. Puis du coup, j'ai écouté ma tante. Et donc, c'était un moment vraiment en amoureux. Puis on s'est marré finalement, parce qu'il m'a fait des coupes bizarres. J'avais déjà fait une petite coupe intermédiaire, un carré. Et puis, il s'est amusé, on a fait un peu punk, on a pris des photos. Et puis voilà, du coup, finalement, je n'ai pas versé ma larme. C'était plus un moment d'amour. Voilà. Et puis, et puis finalement, après, on s'est même fait le petit shooting photo sur la terrasse où j'ai mis des belles boucles d'oreilles. Ouais. Et puis tout de suite, parce que ma mère, elle m'avait dit, quand tu te raseras les cheveux, moi, je veux pas voir, elle m'avait dit. Sauf que ma mère, elle me suit sur les réseaux et que moi, je l'ai appelée, je lui ai dit, écoute, je te le dis, je vais tout de suite le mettre sur les réseaux parce que j'en ai besoin. Donc, si tu veux pas me voir, tu t'enlèves de Facebook. Ouais. Et moi, je vais le mettre. Et elle m'a dit, non, mais elle m'a dit, bon, alors montre-moi. Et puis finalement, elle m'a dit, mais ça te va super bien. Puis après, il faut savoir qu'au moment où on te rase, j'ai encore mes cheveux finalement. Donc, ça fait comme Sydney O'Connor, ou enfin, je sais pas comment ça s'appelle, mais il y a plein de stars qui ont les cheveux rasés. Ça fait joli parce que t'as pas encore la tête, t'as pas perdu tes sourcils. Enfin, finalement, vraiment, je l'ai bien vécu. Vraiment, j'étais canon, faut le dire. Mais t'es toujours canon. Merci. Et puis, après, au fil des chimios, là, tu perds vraiment tes cheveux. Donc, ça fait plus le même effet, mais franchement, ça passe.
À la maison, je mettais rien du tout. Même au quotidien, pour sortir, de toute façon, c'était l'été, donc je mettais toujours un chapeau. Ouais. Et le soir, je mettais ma petite frange parce que je suis beaucoup sortie pendant cette période. Ouais. Voilà. Et puis finalement, le plus dur, c'est, je pense, quand tu perds tes cils et tes sourcils. Enfin, pour moi. Ok. Mais il y a plein de femmes qui aussi ont du Et il y a mal avec des assos maintenant, non? Il y a des. Alors, en fait, il y en a celles qui se font faire les sourcils avant les chimios. Mais moi, honnêtement, ça a été tellement vite qu'on ne m'en a pas parlé. Et puis, comme je suis pas trop tout ça, je pense pas que j'aurais franchi le cap. Par contre, il y a des crayons qui te permettent. En fait, quand tu rentres en traitement, il y a une socio-esthéticienne qui m'a prise en charge. Ma petite fée, comme je l'appelle, parce que moi, je me maquillais absolument pas. D'accord. Donc, elle m'a un peu tout appris. Donc, dès qu'elle me parlait d'un produit, je disais, c'est quoi ça? La poudre olive, le machin, un truc, je connaissais vraiment rien. Ouais. Donc, elle m'a dit, t'achètes ci, t'achètes ça, tu prends ci, tu prends ça. Elle m'a fait un cours. Et du coup, ça m'a permis, moi, je me faisais mes sourcils toute seule. Ouais. Les cils, quand j'avais plus de cils, comment mettre du crayon noir. Mais moi, tous ces trucs-là, vraiment, j'ai tout découvert. Et puis, effectivement, une fois avec la chimio, il faut faire un traitement avec le vernis tous les jours. Un protocole un vernis au silicium. Enfin, voilà, tout est... Je suis devenue à m'occuper de moi, alors qu'avant, clairement, je ne m'occupais pas de moi avec du maquillage et des vernis, quoi. Mais bon. Et donc, du coup, tu as eu la chimio? J'ai eu de la chimio. Après, déjà, au milieu de la chimio, j'ai refait un TEP scan. D'accord. Où là, il n'y avait plus de métastases, il n'y avait plus de tumeurs, il n'y avait plus de cancer dans mon corps. Donc là, au milieu, je peux te dire que ça t'emmène un boost. Tu te dis, bon, je fais pas tout ça pour rien. Donc ça m'a motivée de fou, quoi. Ouais. J'ai continué mes chimios. Ensuite, donc la thérapie ciblée, je l'ai continuée toutes les 3 semaines. Encore maintenant, c'est mon élixir de vie, on va dire. Ensuite, j'ai eu mon opération, donc une mastectomie. Après la chimio, du coup? Après la chimio. Donc la chimio s'est arrêtée en septembre. Et 2 mois après, 1 mois et demi après, j'ai eu la mastectomie à reconstruction immédiate. Ouais. Donc on m'a enlevé tout le sein. Et on m'a mis une prothèse. Et du coup, j'ai pas senti qu'on m'avait vraiment enlevé mon sein, même si au niveau, physiquement en tout cas, ça se voit pas. Non. Après, forcément, le corps, ça n'a rien à voir. T'as plus la sensation. Là, quand on me touche, je sens plus rien. Enfin voilà. Donc c'est pas anodin, c'est pas rien. Ça peut. Mais bon, ça, je l'ai plutôt bien supporté. Et après, j'ai eu la radiothérapie qui a commencé en février, 25 séances. Et toujours en parallèle, je continue ma thérapie ciblée. Donc la radiothérapie, là, c'est pareil, on a tout un protocole, il faut faire attention à notre peau, il faut s'hydrater, il y a des choses à respecter, mais c'est pareil, j'ai plutôt bien réagi. J'ai été suivie aussi par une coupeuse de feu à distance. Voilà. Et puis, donc ça, c'était en février 2024. Non, 2023. Et après, tous les 3 mois, j'avais en parallèle d'aller faire mes traitements pour ma thérapie ciblée en chimiothérapie. Tous les 3 mois, j'avais un TEP scan pour voir si mon cancer dormait toujours ou pas. Donc, il a dormi pendant 18 mois, j'ai eu de la chance. Et puis à un moment donné, ça s'est arrêté, il s'est réveillé. Donc, il s'est réveillé là sur les... J'ai eu 3 métastases sur les hanches, sacrum. Donc, je suis repartie là en radiothérapie. La radiothérapie stéréotaxique, ce qu'on appelle, c'est un peu comme si on faisait une chirurgie. C'est des doses très très fortes à l'endroit de la tumeur qui permettent de peut-être l'enlever ou pas, enfin, qui l'irradie. Donc par chance, encore une fois, ça a fonctionné. J'ai vraiment de la chance, je me dis quand même. C'est ce qui m'aide à tenir, c'est que quand même mon corps réagit très bien au traitement à chaque fois qu'on me propose. Sauf que ça s'est arrêté là et qu'il y a un autre ganglion qui s'est réveillé. Donc là, mon oncologue m'a dit, il va falloir qu'on change de traitement. Et donc, durant mars 2024, j'ai eu une chimiothérapie. Donc, en plus de une nouvelle qui est sortie en 2022, l'Enertu. Et j'y ai très bien réagi. Donc, par chance, mon corps a bien réagi à tout ça. Et donc, je l'ai fait depuis mars 2024. Mais comme c'est comme une chimio qui fatigue, qui fait baisser beaucoup les globules blancs, les plaquettes, au fur et à mesure du temps, là, je viens de l'arrêter seulement maintenant. On fait une petite pause, on va dire. Voilà, comme mon corps est toujours en réponse, ce qu'on appelle en réponse métabolique, donc je n'ai plus de cancer visible dans mon corps. Du coup, on fait une pause pour que ça remonte, mais je continue ma thérapie ciblée. On est revenu à une thérapie ciblée. Et comment tu passes toutes ces épreuves? Est-ce que physiquement, tu es épuisée? Même si tu m'as l'air très solide. Très, très, très solide. En fait, le plus dur pour moi, c'est les moments de fatigue.
Parce que j'ai du mal à me En plus, poser. tu es une maman. Voilà. Parce que c'est pas comme si tu étais seule. C'est ça. Même À si- la fois, justement, de ne pas être seule, ça aide. Parce que finalement, le plus dur pour moi dans tout ça, ça a été de me retrouver seule. La journée, par exemple. Au début, la première année où j'étais en longue maladie, je me suis retrouvée seule alors que moi, j'ai jamais été seule. Je suis passée de je vis chez ma mère avec ma sœur à je vis avec mon mari, à on fait des enfants. Je suis instite, donc j'ai toujours plein d'enfants autour de moi. Et là, j'étais seule à la maison. Ça, pour moi, c'était la solitude. C'est ce que j'ai le moins bien vécu. Parce que quand tu es seule, tu cogites. Et que moi, moi, j'ai besoin de remplir mon agenda. Donc, ça a été un peu ma manière de fonctionner. Hein. Donc, moi, tous les jours, il me faut un truc. Voilà. Donc, même dans les moments de fatigue, j'essaye de me voir une amie. Voilà. Donc, j'ai essayé un peu de remplir mon agenda. Ça a été ma manière de fonctionner. À vrai dire, j'ai beaucoup dansé pendant mes... C'est beau ça, où Voilà. t'as dansé? Alors le Massilia Beach, c'était mon QG au Prado Shopping et ça l'est toujours. En fait, en gros, mes premiers 3 mois de chimiothérapie, où les enfants, du coup, ont été beaucoup dans la famille. La famille nous a aidés, du coup, ils ont été un peu à droite à gauche tout l'été. Oui, ils ont été tout l'été et nous, tout l'été qu'on a passé à Marseille, et mon mari travaillait la journée, moi je me reposais et le soir, on allait danser, on allait faire la fête. Les gens voyaient mon style. On me prenait pour une hawaïenne surfeuse avec ma casquette, mes cheveux longs. Personne ne savait que j'avais un cancer. Et moi, c'était un peu une manière de dire, voilà, la vie continue. Donc, ça a été ma thérapie. Puis après, j'ai ouvert plein de portes d'associations. Et j'ai vécu des choses assez incroyables. J'ai participé à l'écriture d'un livre sur le cancer du sein. Voilà, j'ai fait des shootings photos qui m'ont beaucoup aidée à m'accepter, à se sentir belle. Là, en 2024, j'ai participé à un projet, l'ascension d'un 4000 mètres, avec 24 femmes. On était 24 femmes pour un 4000, avec l'association ADER. Et c'est incroyable parce que on a fait des entraînements sportifs pendant 6 mois. Parce que du coup, en parallèle du cancer, on nous dit qu'il faut faire du sport, donc du sport adapté. Et c'est vrai que ça aide aussi. Ce que disait le cancérologue. Oui, vraiment. Et ça, il y a plein d'assauts comme SOS Cancer du sein, qui nous permettent, il y a la Ligue contre le cancer, qui nous permettent de faire du sport, mais adapté. C'est-à-dire que le prof, il nous donne des conseils, on dit où on a mal, et puis chaque exercice est adapté à la personne. Donc là, pour cette ascension, on s'est préparé, on a fait du sport, et puis on est parti au début faire un week-end avec des crampons, dans la neige, dans la grave, et puis après on a fait l'ascension en Gros Paradis en Italie. Donc tout ça, ça aide en fait. Ouais. J'oublie sans doute des choses parce que vraiment je fais 1000 choses. Mais voilà, j'ai pu comprendre. Mais c'est beau. Hein, je me dis que s'il m'arrive ça, je me sens un peu missionnée d'aider les autres, comme on a pu m'aider quand je suis arrivée dans la maladie. Voilà, j'ai envie de porter la parole, de sensibiliser, la prévention. Donc, Et parce que justement, tout ça, ça coûte de l'argent. Enfin, pour avoir les bonnes crèmes, les bons produits, le bon accompagnement, même le coupeur de feu, tout ça, c'est un gros budget quand même. Alors, comment tu fais? Le coupeur de feu, c'était bénévole. Moi, elle m'a dit que je payais rien, donc je lui ai juste fait un cadeau à la fin. Ouais. Voilà, tous les jours, elle me demandait de m'allonger pendant 10 minutes et puis elle travaillait sur moi. Et c'est vrai que j'ai pas eu de brûlure, donc est-ce que ça a un lien? J'en sais rien, mais j'ai envie d'y croire. Ouais. Ensuite, les crèmes, effectivement, ça coûte de l'argent. Mais du coup, l'argent que tu mets pas chez le coiffeur, tu le mets dans tes crèmes. Et puis en fait, moi, c'était ma priorité. Il fallait que je prenne soin de moi, mais c'est sûr que ça coûte de l'argent et que, moi, j'avais la chance je suis fonctionnaire, donc j'avais mon salaire. Donc voilà, on a un peu. Mais je pense surtout à celles qui ont des métiers où quand elles tombent malades, elles ont plus d'argent. Là, c'est compliqué. Celles et ceux. Hein. C'est vrai que la maladie peut mettre dans une précarité. Voilà. Alors ton entourage du coup a joué un rôle hyper important. Oui. C'est sûr. Pour moi, là vraiment, t'incarnes la résilience. Hein. Tu vois, c'est quoi pour toi la résilience? La résilience, c'est se dire qu'on est malade et qu'il faut l'accepter. Enfin, en fait, il faut l'accepter. Oui, au début, les premiers moments, je me suis dit, allez, je suis dans un cauchemar. En gros, il y a une caméra cachée, je vais me réveiller, on va me dire, allez, Amélie. Allez, Amélie, on t'a fait une blague pendant un mois, mais en vrai, t'as pas de cancer, tout va bien et tout. Et puis, non, en fait, je dis, non, il n'y a pas de caméra cachée, c'est pas un cauchemar, c'est vraiment ma vie. Et maintenant, je me dis, mais qu'est-ce que je faisais avant? Comment j'étais avant? Des fois, je me dis, est-ce que j'ai vraiment changé?
parce que je pense que ça change quand même. Oui, c'est quoi maintenant ta le vision de la cancer. vie aujourd'hui? Ma vision de la vie, c'est de profiter. Chaque jour est un cadeau. C'est un peu mon credo. Il faut profiter. En vrai, personne ne sait demain s'il sera toujours là ou pas. Donc moi, mon idée, c'est... et c'était déjà le cas avant. Parce qu'en fait, j'ai perdu mon père d'un cancer du côlon quand j'avais 15 ans. Et du coup, ça a été un déclic pour moi. Donc voilà, j'ai envie de profiter. Je croque la vie à pleines dents. Voilà, c'est mon credo depuis que j'ai 15 ans. Et là, avec ma maladie... c'est encore pire. Voilà. Donc, c'est vrai que du coup, des fois, je me sens un peu en déconnexion avec les autres. Quand on va me parler des petits soucis de merde, que moi-même, je peux ressentir aussi. Mais souvent, je dis, oh, c'est pas grave. Voilà, même des fois, Marie me dit, oui, c'est pas grave, forcément. Voilà, c'est sûr que c'est pas grave par rapport à un cancer. Mais en vrai, c'est ça. Enfin, on se prend la tête. Tout le monde se prend trop la tête pour des bêtises. Alors que le plus important, c'est la santé, c'est d'aller bien, d'être heureux dans sa vie, et puis... Ouais. Voilà. Si tu pouvais prendre la main d'une femme qui vient d'apprendre qu'elle est malade, que lui dirais-tu? Quels seraient tes conseils pour passer ces épreuves? Alors déjà, je lui dirais, est-ce que tu te sens en confiance avec ton équipe médicale? Parce que pour moi, c'est hyper, hyper important. Moi, j'ai une équipe médicale vraiment au top. Je peux leur poser toutes les questions que je veux, ils y répondront. Là, au début du mois de septembre, j'ai été au plus mal. J'ai jamais été mal comme ça depuis la maladie. Et mon équipe médicale a vraiment été à l'écoute. Donc ça, vraiment, je trouve que c'est hyper important d'être bien entouré médicalement. Et ensuite, je lui dirais, ne reste pas seul. Tu n'es pas seul. Si tu te sens seul, ouvre des portes d'associations, vraiment. Il y a vraiment des assos nationales, locales, régionales, enfin, il y a plein d'assos qui existent. Il ne faut pas hésiter à faire des recherches. Voilà. Et puis, parle. Moi, c'est vrai que le cancer m'a fait rencontrer des copines de chimio. Voilà, donc on est là. Au début, on est tout seul, puis en fait, on parle à l'une, on parle à l'autre. Et puis maintenant, il y a des filles que j'ai rencontrées dans le taxi, il y a des filles que j'ai rencontrées à la Ligue contre le cancer. Il y a sur Instagram aussi. Et maintenant, moi, j'ai un groupe très, très soudé où on est 13. On se fait appeler, on a intitulé notre groupe Les Câlinettes à paillettes, mais c'est mon pilier. Il n'y a pas un jour où on ne s'envoie pas des messages avec elle, je peux parler de tout. Donc, je pense que à cette fille-là, qui rentre dans la maladie, je lui dirais, est-ce que tu as confiance en tes médecins? Et sinon, va prendre un autre avis médical, il faut être en confiance. Ne reste pas seul. Parle aux gens avec toi dans la salle d'attente, même si c'est pas évident. Même si on a peur d'être avec des cancéreuses, ça nous apporte du négatif. C'est sûr que parfois on est bouleversé quand l'une apprend une mauvaise nouvelle ou quand il y en a une qui décède, parce que parfois, et là ça arrive. Mais ça apporte tellement de positif au quotidien. Moi, ça me fait du bien d'être avec des filles qui ont vécu mon parcours ou qui vivent mon parcours. Je trouve que c'est un échange. Il y a des sujets qu'on peut aborder qu'avec elles. La façon de voir la vie, tout le monde ne la voit pas de la même manière et avec elle, on se comprend. Donc voilà, je conseillerais de ne pas rester seule et de faire confiance à son équipe médicale. Ce serait mes deux. Et de se dire qu'on peut y arriver, d'essayer d'être dans d'une énergie positive. Mais moi, je dis ça, mais on a le droit de craquer. Donc là, je parais forte et tout, mais je pleure souvent, hein, faut pas croire. Voilà, je pleure énormément, mais justement, ça fait du bien de pleurer. Oui. Je pense qu'il faut pleurer. Voilà, ça veut pas dire que je suis faible, ça veut dire que ça sort. Oui. Et après, on repart. Quand je pleure, ça veut pas dire que je dis j'arrête tout. Non, ça veut dire que je suis fatiguée, j'en ai marre. J'aimerais des fois que ça s'arrête effectivement, mais qu'il faut continuer. La vie est belle et on a tellement de choses à vivre que. Et si tu pouvais t'adresser à l'Amélie d'avant, que lui dirais-tu aujourd'hui? À l'Amélie d'avant, je lui dirais que je suis fière d'elle, parce que mes valeurs en soi n'ont pas changé. À l'Amélie d'avant, je lui dirais que je suis fière d'elle, que continue comme ça, continue ton chemin. Et à Amélie maintenant aussi, de continuer avec ce que tu penses être bon pour toi. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter avant qu'on termine? Du coup, oui, je vais être obligée. Vas-y, non, mais c'est la prévention quand même. Alors, s'il vous plaît, mesdames, la parole, le champ libre. Mesdames et messieurs, parce qu'il y a quand même aussi des messieurs le cancer du sein, il y a quelques hommes qui en ont. Donc, s'il vous plaît, tous les mois,
à partir de 16 ans, on se palpe les seins une fois par mois. Donc, voilà. Il y a du coup, il y a beaucoup de sensibilisation sur les réseaux, mais là, on prend vraiment les 3 doigts, on touche, on vérifie le sein sous les aisselles, ici, et en dessous le sein. Si on sent une boule, on voit que le sein se déforme, on sent qu'on a une douleur. En gros, si tu sens que tu as un truc qui ne va pas dans ton corps, ne reste pas dans le doute, va consulter. Si on te dit « mais vous êtes trop jeune, on n'a pas de cancer à 20 ans, à 30 ans, à 40 ans », vous allez voir un autre avis, d'accord ? Le droit à l'échographie, on a le droit de la faire. La mammographie, s'il y en a besoin, on n'a pas à vous la refuser si on sent qu'il y en a besoin. Il n'y a vraiment pas d'âge pour avoir le cancer. Et en fait, le problème, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes femmes qui sont diagnostiquées trop tard parce qu'on n'a pas voulu leur faire les images, parce qu'elles sont trop jeunes. Mais en fait, vraiment, il n'y a pas d'âge. Je le vois tous les jours en chimiothérapie, sur les réseaux sociaux. Vraiment, il n'y a pas d'âge. Donc ça, et puis pour toutes les femmes de 50 à 75 ans, faites votre dépistage tous les 2 ans de mammographie. Voilà, c'est vraiment important. Merci beaucoup Amélie pour ton témoignage. Avec plaisir, merci, merci beaucoup de m'avoir invitée. Avec plaisir. Et prenez soin de vous. Merci.